Moto TV au cœur de l'actualité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, lancement officiel ce lundi 14 avril 2025 à Butembo d'une campagne de don de sang. Cette campagne vise à collecter plus de sang pour sauver des vies humaines de la partie Est pendant ces contextes de sécurité caractérisés par une forte demande en sang pour le soin des blessés. Le maire de Butembo appelle ses administrés à se mobiliser durant ces 14 jours pour donner de leur sang. Le gouverneur de la province du Nord Kivu prend des mesures urgentes pour empêcher les délabrements accélérés du pont Semuliki. L'autorité provinciale a rencontré les opérateurs économiques et routiers de Béni pour parler de la question en vue de prévenir les dangers. Parmi les décisions prises, la restriction sur les trafics de camions au pont Semuliki. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue aux détails. Lancement officiel ce lundi 14 avril 2025 à Butembo d'une campagne de don de sang. Cette campagne vise à collecter plus de sang pour sauver des vies humaines de la partie Est pendant ces contextes de sécurité caractérisés par une forte demande en sang pour les soins des blessés. Le maire de Butembo appelle ses administrés à se mobiliser durant ces 14 jours pour donner de leur sang. Nous suivons le reportage de Myriam Bekitawite et Luciana Mziviroa. Le lancement de la campagne de collecte des dons de sang a eu lieu ce lundi 14 avril dans les enceintes de la mairie. C'était à la parade hebdomadaire des agents de l'État œuvrant en ville de Butembo. Le personnel soignant venu de la banque de sang a pris part à cette parade. Une sensibilisation pour les dons de sang a été faite ici. Hatuwezi furahi wakati tunaona mtu anafariki juu alikosa damu, c'est inconcevable. C'est pourquoi inaomba sisi sote tujue que c'est très important kupana damu. Le maire de Butembo, président de cette parade, a procédé au lancement officiel de cette campagne de don de sang. Par l'occasion, il a invité ses administrés à donner de leur sang pour sauver les victimes de la guerre du M23 et autres maladies nécessitant un don de sang. Pour ceux qui ne sauront pas passer au site, ils peuvent se présenter directement au centre de transfusion sanguine, banque de sang de Butembo sur avenue Matokeo numéro 61. Donner le sang, c'est donner la vie. Plus on donne le sang, plus les vies sont sauvées. Monsieur Kasseri Kakao Machal a donné quelques explications à retenir pour les donneurs de sang. Entre autres, respecter la durée de 3 mois pour une nouvelle donation pour permettre aux cellules de se reconstituer, a dit le président du Conseil national de biologie médicale, section de Butembo-Lubero. Pendant cette sensibilisation, des fiches ont été données aux volontaires qui se sont manifestés pour donner de leur sang. Le docteur Benda Trésor, médecin responsable du CTS Butembo, indique que l'objectif est de collecter au moins 500 poches de sang pour répondre aux besoins urgents des victimes des attaques. Nous avons certains territoires qui sont sous le contrôle des forces. Et ce territoire, pour être approvisionné en produits sanguins, c'est Butembo et Béni. Quelques volontaires ont donné de leur sang. Il s'agit en majorité des femmes. Qui donnons la vie à tout le monde. Et donc quand nous donnons le sang, nous accomplissons toujours notre devoir. itakwenda tu wangu na misi mwingine na mimi nitakwenda na pesa ya ile dawa. Cette campagne a été initiée par l'autorité provinciale du Nord Kivu pour constituer un stock
pouvoir alimenter des structures sanitaires qui présentent de fortes demandes de sang à cet état de guerre. Une autre campagne est en cours à Ville de Béni depuis mercredi 9 avril pour répondre aux mêmes besoins. Et cet élément des titres, le gouverneur de la province du Nord Kivu prend des mesures urgentes pour empêcher le délabrement accéléré du pont Semuliki. L'autorité provinciale a rencontré les opérateurs économiques et routiers de Béni pour parler de la question en vue de prévenir les dangers. Parmi les décisions prises, la restriction sur les trafics de camions au pont Semuliki. Trouvez des détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Effondrement imminent du pont Semuliki à Béni, cette question était sur la table à la réunion du comité de sécurité élargie tenue ce 14 avril 2025 au gouvernorat du Nord Kivu. De mesures pour éviter les pires sont prises. Étant donné qu'il y a une alerte, que ce pont est en danger d'écroulement. Et certaines mesures ont été prises. Et désormais, la plupart des marchandises seront déclarées à Kassindi et seront transportées par des véhicules ayant le tonnage ne dépassant pas 20 tonnes. Ça, c'est une mesure provisoire en attendant les travaux de réhabilitation, de renforcement de ce pont qui seront menés sur place. Le représentant des usagers s'engage à les respecter. Nous remercions d'abord l'Office des routes pour avoir alerté l'autorité provinciale concernant l'écoulement imminent du pont Semuliki, un pont qui est très important pour le trafic et l'approvisionnement à produits de première nécessité ainsi que l'évacuation de nos produits agricoles vers le marché international. Alors, à ce qui concerne notre part, je pense que la meilleure des choses, c'est de s'approprier cette alerte parce qu'à notre niveau, nous allons informer les opérateurs économiques de se ranger derrière l'autorité pour que le pont ne s'écroule pas. Ce, par crainte de conséquences évoquées ici par l'Office de route Béni. La conséquence est que si on fait passer les véhicules lourdement chargés, les ponts vont s'écrouler. Nous avons pris comme solution de diminuer le tonnage des véhicules qui vont passer par-dessus les ponts en attendant qu'on répare les ponts. Oui, nous demandons aux usagers de respecter cette mesure parce que s'ils ne respectent pas cette mesure, les ponts vont s'écrouler et ça sera la perte de tous. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evaristo, a personnellement présidé cette réunion de haute facture. Et 2 projets majeurs pour la stabilisation de la région ont été officiellement lancés le samedi 12 avril à Béni de la province du Nord Kivu. Il s'agit du projet Mudawa Amani 2 et stabilisation réactive par la transition recette. 2 initiatives soutenues par le Fonds de cohérence pour la stabilisation. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a procédé au lancement officiel en présence de nombreux invités. Nous suivons les reportages de Joël Tali. La cérémonie du lancement du projet s'est tenue dans un cadre solennel réunissant autorités politico-administratives, militaires, chefs coutumiers, acteurs de la société civile, ainsi que les représentants des jeunes, des femmes et des ex-combattants. L'objectif, unir les forces pour bâtir une paix durable dans cette région longtemps marquée par les violences armées. Le premier projet, Mudawa Amani 2, est la seconde phase d'une initiative débutée en 2022. Il vise à consolider les acquis du processus de cohésion sociale et à encourager les dialogues communautaires dans les zones affectées par les conflits. Ce projet vise à renforcer la cohésion sociale entre les communautés, accompagner les ex-combattants dans leur réintégration communautaire à travers des formations professionnelles et le renforcement des droits des femmes. Le deuxième projet, stabilisation réactive par la transition recette, poursuit les mêmes ambitions. Il se focalise sur le renforcement des capacités locales pour construire une paix fondée sur l'implication directe des communautés concernées. Le programme recette est un programme qui se veut à la fois réactif
communautaire est durablement ancré dans les priorités nationales. Il met au cœur de son action le renforcement des capacités locales pour prévenir et gérer de manière inclusive les conflits, le dialogue démocratique entre les communautés et les autorités sur les enjeux sensibles tels que la sécurité, la justice et la gouvernance foncière, la réintégration socio-économique des ex-combattants et des jeunes à risque, ainsi que la redevabilité des institutions à travers les médias communautaires. Les deux projets sont pensés comme les outils concrets pour répondre aux défis posés par l'insécurité qui touche les populations du Nord Kivu. Le Fonds de cohérence pour la stabilisation, c'est un outil financier catalytique. Son objectif d'accompagner l'opérationnalisation du PDDRCS. Le Fonds de cohérence a investi à peu près 5 millions de dollars. Ces deux projets sont deux outils importants sur lesquels vous pouvez compter dans vos efforts pour la paix et la stabilisation dans la province du Nord Kivu. Les partenaires du mise en œuvre sont encouragés à travailler main dans la main avec les bénéficiaires afin d'assurer un véritable impact sur le terrain. Les communautés, les autorités territoriales et les chefs d'antenne présents ici sont les premiers garants de la durabilité. Collaborer avec eux avec loyauté, transparence et respect. La redevabilité envers les personnes affectées. Les personnes sont au centre. Vos projets doivent écouter leurs besoins, intégrer leurs voix et leur rendre compte. Enfin, le respect des lois, normes sociales et institutionnelles de la République démocratique du Congo. Aucun projet, quelle que soit sa taille, ne peut s'exonérer des exigences de l'État congolais en la matière. Réitérant le même message de voir que ces projets aient de l'impact, le gouverneur militaire du Nord Kivu procède à un lancement officiel de ces deux projets. Ce programme traduit exactement la ferme détermination du chef de l'État, devant permettre aux combattants, dès qu'ils choisissent de quitter les groupes armés, d'être pris en charge et réinsérés dans la vie sociale. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les projets Mouda ou Amani 2 et RS7. Je reste convaincu de la pertinence de ces deux projets à répondre tant soit peu aux défis de relèvement communautaire et de stabilisation de la province du Nord. Mouda ou Amani 2 est exécuté par un consortium composé des ex-pairs AAP et ASP. Quant au projet RS7, il est mis en œuvre par Merci Corps, OIM, Coracon, Sofepadi, Justice Plus et AFC. Commentaire de Clémence Ningo dans les reportages de Joël Tali. Et autre chose dans cette édition, accusé d'être à la base des attaques contre la ville de Goma en complicité avec la SAMI DRC et le Ouazalendo, les forces armées de la République qualifient le communiqué de l'AFC M23 défondé et dépourvu de toute logique apporte des précisions qu'elle considère vérifiables. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole des FARDC en RDC dimanche 13 avril 2025. Je vous propose de suivre le général Sylvain, porte-parole de l'armée en RDC, de ce propos choisi par Mme Pezi Mansekele. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero,
au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté, non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlons de 100 ans du parc de Virunga. Ce plus vieux parc d'Afrique va fêter son cinquantenaire ce 21 avril 2025. Créé en 1925, ce parc fait malheureusement face à de nombreuses menaces telles que les conflits armés qui affectent son exceptionnelle biodiversité. Des détails avec Delphine Banza. Le parc de Virunga est situé dans une région déchirée par des guerres depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, au moins 13% de la surface totale du parc, grand de 7800 km², est exploité légalement. Il est aussi considéré comme le lieu de refuge de groupes armés, occupés d'une part par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et de l'autre par les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, réclamant son allégeance à l'État islamique ainsi que d'autres groupes armés. Ce contexte complique considérablement le travail de conservation de l'environnement. D'après Méthode Ouose, directeur des relations extérieures du parc de Virunga, au moins 200 éco-gardes ont été tués dans des affrontements avec les groupes armés au cours des 20 dernières années. Par rapport à ces chiffres de 13%, ce qu'on doit comprendre est que chaque envahissement a une historique spécifique. Tous les envahissements n'ont pas la même couleur. Il y a des envahissements qui sont dus au fait que les rébellions ont autorisé aux gens d'occuper. Il y a d'autres envahissements qui sont issus des groupes armés. Les groupes armés s'installent, ils se font entourer des communautés qui leur approvisionnent à produits de première nécessité, mais également, à contrepartie, les autorisent à occuper les terrains. Dans les 20 ans passés, l'ICCN a perdu 200 de son personnel, tués par les groupes armés. Tout simplement parce que ces éco-gardes empêchent à certaines communautés d'exploiter illégalement les ressources. C'est une situation déplorable parce que ça démoralise même notre personne. Le parc de Virunga, le plus vieux en Afrique, bénéficie du statut du site du patrimoine mondial de l'UNESCO, un symbole de la lutte pour la conservation en Afrique et un espoir pour la protection de la biodiversité mondiale. Malgré les défis, les efforts de conservation sont soutenus par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et des partenaires internationaux, soulignant l'importance de ces sites pour la préservation des habitats naturels et des espèces menacées. Célébration ce dimanche 13 avril de la journée internationale de la biologie médicale. Les biologistes médicaux et techniciens du laboratoire de Butembo-Lubero se sont réunis au centre Waikikyo pour y réfléchir par cette occasion. 80 nouveaux biologistes médicaux et techniciens de laboratoire ont prêté serment. Nous suivons les reportages de Gérard Mourefou. La journée de la biologie médicale se célèbre chaque 15 avril. À Butembo-Lubero, la journée a été célébrée anticipativement dimanche 13 avril. Réunis au centre Waikikyo à Butembo, les biologistes médicaux et techniciens de laboratoire ont réfléchi sur cette journée, mettant en valeur leur carrière de technicien de laboratoire qui consiste à effectuer des analyses biologiques et des tests de contrôle pour permettre d'établir les diagnostics des patients dans les milieux médicaux grâce à ces analyses.
présence du délégué de l'autorité urbaine et des responsables du Conseil national des biologistes médicaux, SENBEM, section de Butembo-Lubero, 80 biologistes médicaux et techniciens de laboratoire ont prêté serment. Biologiste et médical, je m'engage à me consacrer à l'application des sciences des laboratoires cliniques au profit de l'humanité. Je vous présente mes vives félicitations. Après la réception de leurs engagements par le président de SENBEM, section de Butembo-Lubero, le délégué de la mairie, Gilbert Bouambale, chef du premier bureau à la mairie de Butembo, a recommandé les nouveaux jureurs au respect des secrets professionnels et leur déontologie. Quand vous désaltérez la vérité, vous commettez une infraction qu'on appelle infraction de parjure. Et les serments que vous prêtez, il vous lie en tant que personne humaine, il vous lie à la société et il vous lie à Dieu. C'est après que les participants ont été outillés sur le thème éthique et déontologie de biologie médicale. Les conférenciers du jour ont invité les interlocuteurs à la rigueur dans l'exercice de leur travail, la responsabilité et la compétence. Garantir la qualité des résultats analytiques. On doit garantir à tout moment la qualité des résultats. À cette 17e célébration de la Journée internationale de la biologie médicale, Kassere Kakao Makabla, président du SENBEM, section de Butembo-Lubero, a présenté les rapports annuels des 10 cellules qui composent cette structure. Tout en remerciant ses confrères, il a montré que le SENBEM prévoit dans quelques jours l'ouverture officielle des activités du laboratoire SENBEM à ville de Butembo. L'ouverture et le fonctionnement effectif du laboratoire biomédical qui est vraiment notre vision pour répondre aux besoins de la communauté et constituer une activité génératrice de recettes de la section et un espace d'encadrement des apprenants. Le Conseil national de biologie médicale de Butembo-Lubero est constitué de 10 cellules. Il s'agit notamment des cellules Butembo, Kiondo, Mangureji Pabiena, Musienene, Masereka, Kasindi, Vuhovi, Alimbongo, Kaina et Lubero. Chose promise, chose faite, la Fondation Julie Paluku Kahongya a lancé officiellement les travaux de construction d'un auditoire au site de Ruenda à l'université officielle de Rwenzori IER Butembo samedi 12 avril 2025. Les activités relatives au vécu en présence des autorités académiques, étudiants, membres de la Fondation et plusieurs autres invités. Suivez ces reportages de Mme Benzima Zekele. C'est dans cet espace où sera érigée une salle qui servira comme auditoire à l'université officielle de Rwenzori et donc de la Fondation Julie Paluku Kahongya. Les membres de la Fondation JPK, les autorités académiques et quelques étudiants étaient présents au lancement des travaux. Le député provincial du Nord Kivu, élu de Butembo, Shafi Moussitou, a fait la pose de la première pierre. Dans son allocution, l'honorable Mouyendo Moussitou Chamfi se dit très fier de participer aux activités de lancement des travaux, un résultat du plaidoyer mené par ce député auprès de son excellence Julie Paluku Kahongya. La fondation et après on dit non, on a encore laissé les chantiers inachevés. Mais je pense que dans quelques mois, nous allons encore revenir ici pour remettre la clé de l'auditoire à notre révérende sœur qui est recteur de l'université catholique, université plutôt officielle de Rwenzori. Et pourquoi je parle de l'université catholique de Graben? Parce que je suis ressortissant moi-même de l'ICG et vous pouvez peut-être vous poser tas de questions. Comment un ressortissant de l'ICG peut venir plaider la cause de l'IOR? Mais je pense que pour faire le bien, il faut faire le bien sans frontières et sans limite. Prenant la parole au nom du comité de gestion, la professeure Kavira Taoutemera Juliana, recteur à l'université officielle de Rwenzori,
IOR Butembo a adressé ses vifs remerciements à l'honorable Mwindo Musitu Chamfi pour les plaidoyers menés auprès de son excellence Julie Paluku Kaongia à faveur de l'université officielle de Rwenzori. Ce n'est que prononcer le mot merci. Nous remercions l'honorable pour la plaidoirie qu'il a fait auprès de son excellence en faveur de l'IOR, et nous vous disons de continuer, comme vous venez de le dire, que vous servez la nation au-delà des frontières. Il n'y a pas à discriminer. Nous vous souhaitons vraiment succès dans votre carrière. Merci. Pour sa part, l'ingénieur Rodrigue Kavaki Moussaïroa, directeur général du bureau d'études et expertise à génie civil BGEC, l'entreprise chargée des travaux de construction, a déclaré que ce projet va s'exécuter à 3 mois. Pour présenter le projet de construction d'une salle, Julien Paluku Kaongia, qui nous a fait confiance à travers son représentant ici, présent. Le projet il est de 9,5 mètres x 10 mètres. Et c'est une salle qui est sécurisée, qui est bien climatisée, donc qui respecte les normes internationales comme l'honorable l'a bien mentionné. Nous allons faire 3 mois pour les travaux et il n'y aura pas d'arrêt, donc nous travaillons du lundi au samedi pour la réalisation de ce projet. En tout cas, à l'occasion des cérémonies de clôture du jubilé d'argent de l'université officielle de Rwenzori, tenue lundi 31 mars dernier, les ministres du commerce extérieur et autorités morales du parti politique Bloc, unis pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek, par le biais du député provincial Mwindo Musitu Chamfi, s'était engagé à construire un auditoire aux cités de Rwanda. Sport dans cette édition, fin du championnat interfacultaire de football à l'université de l'Assomption au Congo USC, samedi 12 avril. Cette clôture s'est ponctuée par la finale qui s'est jouée entre les étudiants de la faculté des sciences appliquées et ceux de sciences de l'économie et gestion. Les sciences appliquées l'ont remporté sur les sciences économiques par un score de début à 1 que leur a valu la coupe. Des détails avec Delphes Voya. La fine pluie du samedi n'a pas découragé les joueurs des deux équipes. À 16h juste, les joueurs étaient déjà sur le terrain, les polytechniciens en rouge-blanc et les gestionnaires à bleu-blanc. Un match très tendu qui déterminera la meilleure faculté de l'USC football pour l'année 2024-2025. C'est la motivation des deux équipes sur l'aire des jeux et des supporters. Le premier but est marqué par l'équipe des polytechniciens pendant la première partie du match. Au début de la deuxième partie, l'équipe de gestion s'est vue encaisser le deuxième but avant de marquer son unique but de cette finale. Ainsi, le match finit 2-1 en faveur de la faculté des sciences appliquées. Il remporte la coupe de l'interfacultaire 2024-2025. Le président du conseil estudiantin, Mumbere Muhonja Jures, revient sur le prix que gagnent les champions de cette compétition. Les gagnants, ils ont reçu d'abord en espèces, mais aussi une enveloppe contenant 150 000 francs. Et les deuxièmes, et aussi, ils ont une coupe et leur accompagné d'une somme de 100 000 francs congolais. Cependant, cette compétition renforce les liens et la cohésion entre les étudiants de différentes facultés et prépare de gros événements à venir, entre autres l'excursion pour Kambala, de les matchs de football et parmi les activités principales. Et ce tournoi était là pour préparer des activités, notamment celui du festival des talents, mais aussi la grande excursion de l'université qui aura lieu à Kampala. Et aujourd'hui, ça a été la finale. Et la finale a été, il y a eu deux équipes qui s'est confrontée, notamment l'équipe de la faculté de la Polytechnique ainsi que l'équipe de la faculté de l'économie.
À l'Université de l'Assomption au Congo, les sports est parmi les activités para-académiques qui sont soutenues par les comités de gestion et reprécise le calendrier des activités des étudiants. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt.